C'est beau tout ça? Tabarnouche. Hein? Hey, l'épisode de cette semaine est encore présenté par SPG, la solution pour les associations. C'est membre d'un conseil d'administration de nos BNL, puis que ça prend tout votre temps parce que vous vous dites, hey, j'ai une vraie job dans la vie. Le bénévolat, c'est le fun, mais pas si ça prend tout mon temps. C'est là qu'SPG peut vous aider. SPG, c'est la solution pour les associations, de la réception à la gouvernance, de la comptabilité à l'organisation d'événements. SPG est là pour vous aider si vous avez un OBNL, justement, vous permettre au conseil d'administration de se concentrer sur la mission de son association, non pas sur faire des cocardes pour un congrès. C'est aussi, est aussi présenté par la série Autre chose d'Unibrou. Donc, vous avez vu qu'au Tailgate, on avait des canettes d'Unibrou. Merci à Unibrou pour cette participation cette année. Hey, bon podcast tous. Ah, et oui, c'est un retour. J'aurais dû mettre la cravate en honneur d'Éric. Éric met toujours sa cravate quand on crisse une rince à Laval. J'ai pas pensé prendre la mienne non plus. J'ai pas de cravate de moi, je l'ai, par exemple. Ah. Mais bon, comme vous le voyez, c'est moi qui est à l'animation, François et Tam. Et Eric n'est pas là. Fait qu'on a recruté notre bon vieil ami Sylvain pour qu'il se joigne à nous, en l'occurrence. Je serai à l'animation de cette. Le mot-clé, c'est ami ou vieille? Ben, vieil ami ou ami. J'aime mieux ami que vieil ami. Donc, nous allons parler de cette magnifique partie au Sepsum, ce Friday Night Lights, sous les lumières du Sepsum. C'était sold out, c'était beau. Sur les nouveaux projecteurs du Sepsum. J'ai pas remarqué ça. Ah oui, c'est vrai ils sont vraiment plus forts. Là. Moi, j'aime pas les nouveaux projecteurs. Mais bon. J'ai pas remarqué. J'étais pas mon degré. C'est l'environnement, Tam. C'est l'environnement. Ouais. Je suis pas sûr si j'ai compris si. J'ai pas tout vu ça, mais c'est pas grave. Et surtout, le retour du tailgate sur l'esplanade du Sepsum, c'était comme dans le bon vieux temps. Le retour à la maison, coincé entre tout le monde. C'était vraiment, vraiment, vraiment agréable. Hey, je vais faire un petit replay de la game, vite, vite. Là. Puis après, on va s'amuser à décortiquer ça, puis à se rappeler comment les Carabins ont encore sacré une rince au Rouge-et-Or. Hey, donc, la game a commencé rapidement. Hein. Tout s'est fait direct sur le botté d'envoi. Il y a eu un échappé puis qui a été recouvert directement par les Carabins. Ça n'a pas pris 2 secondes que notre ami Pépé retrouvait l'ami Le Bourgeon directement à l'entrée de la zone des buts. Pouf! 1 minute à faire, c'était déjà 7-0. On repart avec ça. Il y a eu 2 safety parce que, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les Carabins étaient trop forts. L'attaque du Rouge-et-Or n'était pas capable d'avancer whatsoever. Et après, on s'est mis à avancer. Super bon. Mais finalement, on a utilisé le pied de notre ami Boyer, qui n'a pas eu la meilleure partie, mais sur ce bout-là, ça allait. Et après coup, il y a eu enfin un petit peu de renaissance du côté du Rouge-et-Or, mais juste un petit peu. Fait qu'ils se sont approchés de la zone des buts, mais quand même pas assez. Fait que Forteza, qui a eu, lui, une très mauvaise journée, l'a crissé dans le fond, puis il a eu un rouge, simplement. Après ça, on embarque directement. C'est la deuxième demi. Hein? Ça, non, c'est le deuxième quart directement où Arnaud a décidé de faire une passe parfaite. C'était peut-être sa meilleure passe, mais dans les mains du maraudeur des Carabins, Elijah Kramex, qui s'est mis à courir et à gambader tout simplement, tranquillement, sans que personne ne puisse le toucher, directement dans la zone des buts. Là, après ça, Laval a commencé à bouger parce que là, ça commençait à faire un peu le yaourt. Fait que Laval, deux touchés par la passe, dont un super beau sur Olivier Cool. Hein, ils ont traversé le terrain. C'était les vrais premiers instants de Laval. Mais à la fin du quart, quand on pensait que finalement, la fin du quart, quand on pensait que finalement que le Rouge-et-Or avait le momentum pour en partir,
Pépé traverse le terrain au grand complet. Il restait, il restait pas grand temps, hein. Je pense qu'il restait moins d'une minute. Puis Pépé a pris le contrôle, bang, 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 et envoie une magnifique passe au très diminutif receveur Louis Drolet de son nouveau numéro là, 11. Et c'était 28-15. Et à ce moment-là, les lumières étaient fermées. Il n'y a plus rien qui s'est passé. Troisième quart, rien n'est arrivé. Juste un field goal de notre ami Boyer. Quatrième quart, il n'y avait rien qui se passait jusqu'à temps que Bourgeon, notre Bourgeon, en attrape un autre. Et là, c'est rendu 38-15. Les livres étaient fermés. On festoyait. On pensait que c'était fini. Les joueurs des Carabins aussi, on pensait que c'était fini. Fait que là, en moins de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, même pas, je pense que c'est 1 minute et demie, le Rouge et Or s'est mis à faire 13 points et finalement, d'un différentiel qu'on pensait à 23 points, est rendu un différentiel de 10. Très mauvaise fin de partie. Fait que c'est ça qui est ça pour cette magnifique partie. Ne nous attendons pas à seulement la fin, mais rappelons-nous qu'on aura Chris Race. Hey Sylvain, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu parler. Puis ça faisait longtemps que tu n'étais pas venu au Sepson. Te souvenais-tu de l'adresse et comment tu rentres? Comment t'as aimé? Toujours, c'est le fun. Hey, j'ai mes ramassis de notes prêtes pour vous autres. Mais ça ressemble un peu à ce que tu as dit quand même, là. Le début de match était spectaculaire. Ça, un partisan, on espère toujours un genre de début de match de même, mais ça n'arrive jamais. Surtout contre le Rouge et Or. Des fois, on a de la misère à partir contre McGill puis Concordia. Là, contre le Rouge et Or, on fait paf, 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 3 tapes à la gueule. Desjardins, il cherchait tout le monde dans les estrades, il cherchait son père, sa mère, ça allait pas bien. Fait que ça, c'est comme partir un vendredi soir du bon pied. On cherchait le gars de la bière après 10 minutes. Moi, c'était la première fois que je voyais Pépé et son ballon live. Tu sais, il y a Pépé et sa guitare, Pépé et son ballon. Moi, j'étais un peu dans le clan des défaitistes. On a perdu Jonathan Sénécal. On part avec un corps recru. Ouais, c'est une bonne recrue de Grasset, là. Mais je me suis pas ennuyé de Joe Sénécal, qui a été le Heck Creighton en 2023, 10 secondes pendant la game. Effectivement. Même on vient de te perdre, mon Sylvain. Il a la Sylvain. bouche grande ouverte, mais il ne savait pas quoi dire. Ça. Il revient de loin. C'est ça, vivre dans loin. Mais ce que j'ai aimé aussi, c'est nos petits shifty receivers. Moi, j'aime des gros receveurs, puis des grosses cibles, puis des mains grosses comme ça. Mais nos petits receivers avec Pépé, ça fait un bon match. Les gars sont rapides, là. Wilden, tu parlais de Drolet. Ouais. Bourgon est un peu plus gros, mais c'est un défenseur très rapide quand même. Hein? Pas un il est gros. Non, le Bourgeon, il est gros, là. Non, c'est un bon monsieur. Ouais, mais je l'ai vu devancer des débits, là. Il court, là. Oh oui. Puis, tu sais, on a le tandem mexicain, le tandem latino avec Leclerc, qui, lui, est extrêmement rapide. Puis, Dosso, on n'en parle pas, mais c'est quand même une 5e année que tu es content d'avoir comme cartouche. Puis, Dosso est peut-être le meilleur receveur. Leclerc, mais Dosso, il sait comment faire ses yaks. Hein? Il attrape son ballon, puis il est déjà en train de bouger pour faire manquer le plaqué qui s'en vient. Puis, à un moment donné, il va en scorer un de bout en bout. Là. Fait que j'aime la brigade de receveurs. Ils sont tous un peu petits, un peu pas lourds, mais ils sont le fun. Puis, ils doivent énerver les défensifs qui regardent les vidéos avant de se préparer pour la game. Hein? Oui, puis c'est surtout qu'on en a plusieurs autres qui n'ont pas joué et qui ont différents formats. Donc, on peut s'adapter, notre brigade peut s'adapter à l'adversaire. Au débit adverse. C'est ce que Tam. Les débits de Québec avaient l'air perdus, là, comme on les a jamais vus. Là. Pour moi, c'est la même chose depuis le début de l'année. C'est juste qu'ils ont affronté des moins bonnes équipes qui ont moins bien peut-être exploité les lacunes qu'ils ont à certains endroits. Mais tu sais, aussi, quand ils ont décidé. Ouais. Tes listes sur une feuille, c'est comme l'équipe d'étoiles de la RSCQ dans des lits, là. Sur papier, c'est la meilleure équipe de la conférence. Ouais. En termes d'expérience. Elijah, moi, je l'aime depuis l'année passée. Elijah, c'est le man. Il fait le jeu important quand ça compte. On peut aimer l'affaire, mais c'est le genre de gars qui fait c'est le 8 encore qui vient de faire ça. T'sais.
C'est ça. Puis, Probablement qu'on lance moins de son côté aussi. Peut-être c'est pour ça qu'on le voit moins, là, mais je sais pas. Il est maraudeur, il est en plein centre. Hein. Ouais, mais des fois, il lance contraire au maraudeur, là, tu sais. Ouais. Les arbitres. Oh. Versus les attrapés, il y avait de la misère. Je veux pas dire qu'il était bon ou qu'il était pas bon. Je veux juste dire qu'il y avait de la misère. Il y a des cas d'interférence qui ont été faits qui n'auraient dû pas être faits. Il y en a qui n'ont pas été faits, qui auraient dû être faits. On dirait que quand il y a une longue balle, puis il y a moi, quelqu'un perso, à terre, ils sont comme... j'espère qu'il va y avoir des vidéos qui vont être envoyées au RSEQ pour de la discipline. Là. Des gestes de frustration, là, il y en a eu. Là. Fait que, on verra. Laisser là, jouer ou pas. Hein. Ouais. Si tu décides d'aller à un bar, il faut que tu sois constant dans le bar que tu décides d'aller. Tu ne choisis pas la pièce. Là. Mais tu vois, vous avez raison, à un moment donné, j'ai eu l'impression que les arbitres voulaient embarquer dans le jeu. Tu sais, le Rouge et Or était vraiment pas là. Puis il y a eu une couple de décisions que j'ai trouvées louches. Mais là, c'est mon côté très biaisé de partisan des Carabins qui considèrent que les calls étaient corrects. C'est juste que c'était pas appelé de façon continuelle. Tu sais. C'était plus ça. C'était pas constant. Mais moi, je trouvais que quand c'est des longs attrapés ou c'est des choses disputées, on dirait qu'ils se regardent, puis là, ils lancent le flag. On dirait qu'ils ne sentent pas. On dirait qu'ils ne sentent pas qu'ils sont en confiance. C'est qu'à plusieurs occasions, c'est même pas l'arbitre qui était proche du jeu qui a calé le flag. C'était celui qui était à l'opposé. Au football universitaire, une interférence, c'est 15 verges. Je suis capable de vivre avec ça pareil. Là. Ça, c'est pas comme à NFL que sur un jeu de 50, tu perds 50. Là. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Il y a aussi beaucoup de roulements dans les refs dernièrement. Fait que, ils prennent de l'expérience comme tout le monde. Là. Moi, j'aime mieux avoir ces calls-là plus discutables-là qu'à une Dussault plus tard dans les playoffs. Là. C'est choix personnel. J'ai aussi les hauts et les bas d'un batteur. Il y a quelqu'un sur le panel ici, on nommera pas de nom, là, qui me dit Check Boyer, il est rendu à un autre niveau. Et j'ai pas vu sa meilleure game de l'année. Ses dégagements, il y en a un qui était solide, peut-être deux là, solides dans le coin, là, le reste. Ouais, le dernier, son dernier là, le dernier, c'est un tank. Là. Mais même la partie à Sherbrooke, je trouvais qu'il y avait eu une game correcte sans plus. Je ne sais pas s'il traîne une blessure ou quelque chose, mais depuis 2 matchs, je trouve qu'il n'est pas à la hauteur des standards qu'il nous a habitués. Puis tu sais, c'est le fun quand un botteur, pas à toi et botter, là, mais 1 ou 2 fois par game, il t'en sac un. Là. Pof! Tu vois le receveur partir à courir par en arrière. Puis ça, tu vois, ça change la direction du ballon ou le momentum, je ne peux pas vraiment appeler ça, là, mais tu vois que ça change l'espèce d'automatisme sur le terrain. On n'a pas vu. Fonseca en a fait un solide. Il a un bon pied, mais il n'est pas très précis. Non. Il y a un en 3, lui. En 4, je pense. Ouais, un 3 en 3. Ouais, ce déplacement est ordinaire. Là. Ses dégagements étaient bons. Autre point, la course au centre. Contre Laval. Je regardais les stats là, avant d'arriver. Dembélé, vous ne pouvez pas vous le sortir. Là. C'est un chiffre cool. Il n'y a pas de beau chiffre. Là. C'est 30 verges. 30 verges. 13 tentatives, tu l'as dans l'écran, c'est vrai. Ouais, c'est ça. 13 tentatives. 13 portées. Dembélé, 13 il est meilleur que ça. Là. Mais au centre, ça passe pas. Non, c'est les passes, c'est les petites passes qui ont fonctionné. Là. Il est 649. Ouais. Là. Ouais. Puis, tu sais, on va mais contre Laval, tu n'as pas le choix. La passe au centre, la course au centre ne fonctionne pas. On l'a vu, là, ils ont utilisé Muganda, Dembélé, même Wedens Alexandre pour les petites passes courtes, les remises sur le flanc pour réussir à courir. Ça a fonctionné. Mais plus tard dans le match, là, quand on menait, puis décider d'écouler le chrono en faisant des foutues courses au centre alors que depuis 2 ans, ça ne fonctionne pas contre Laval, pourquoi tu décides de faire ce type de jeu-là alors que ça ne fonctionne pas tout le long du match pour écouler du temps? Tu le sais. C'est un problème depuis 3 ans, la maudite gestion du chrono. Là. On se fait gober des points. Là. On était chanceux. Ça en vient à mon nom, le fameux différentiel.
Moi, après un quart, j'étais en train de crier le différentiel parce qu'on menait combien, Frank, après un quart? Au-delà du différentiel, ça nous a coûté des matchs dans les dernières années, cette gestion de chrono-là. Là. Ben oui. Il va falloir qu'ils repensent au jeu. Tu ne peux pas faire des jeux qui ne fonctionnent pas tout au long du match, puis t'attendre qu'au 4e quart, tu vas être capable d'écouler le temps avec les mêmes 10 jeux. Utilise des jeux dans ton livre de jeux qui fonctionnent. Il continue à faire des petites passes dans le flanc, puis il continue d'écouler le temps au lieu de t'entêter à aller au centre. On va se le dire, ça nous a laissé un goût amer parce qu'on pensait de partir avec un différentiel de quoi? De quasiment 20? 23. 23 pour finir. Parce que c'était 38-15. C'était 38-15. 38-15. Il restait le premier dernier safety, il restait 3 minutes à faire. 2 minutes et demie, là, c'était 38-15. Puis là, il y a eu un safety de 2 points. Après, il y a eu un toucher de Nathan Carignan, beau toucher par exemple. Puis après, il y a eu un field goal de Forteza. Mais tu sais, ça n'aurait pas dû arriver, ça. Ça n'aurait pas dû arriver là. Mais il vaut mieux que ça arrive là qu'en playoff. Là, je pense que ça va les fouetter puis qu'ils ne reproduiront pas ce type d'erreur. Moi, j'aimerais juste revenir sur l'importance de faire les playoffs à Montréal versus à Laval. Là. Ben, on l'a vu. On l'a vraiment vu encore. Ils ont juste allé la gagner à Laval, c'est tout. Ouais, mais je te dirais que autant Pépé comme corps recru m'ont impressionné, puis on oubliait Sénécal, puis c'est puis ça. Sauf que quand il va arriver à la... Tu sais, dans toute phase d'apprentissage de la recrue, un match contre... oui, mais on n'a jamais eu un différentiel de 10 points contre Laval. Là. C'est pas gros. Je veux bien croire. Je le sais que c'est pas gros, mais toutes les années, on est dû à 2, 3, 4 points. Ouais. Oh! Tu te rappelles le 28-0? C'est Pépé à Laval qui me fait un peu peur. Là. Toi, tu as 15 000 Oui, mais cette saison-là, le différentiel n'avait rien à voir parce qu'on a gagné les 2 games. Puis on a juste à gagner les 2 games. On n'a pas d'excuses. Ils ont juste à performer, puis c'est tout. Non, je suis d'accord, mais effectivement, qu'un différentiel, si on avait eu le 23 points, tu pouvais te permettre de slacker un peu la poulie, puis de dire, hey, ça se peut qu'on ne gagne pas, mais c'est pas grave. Puis on l'a vu, l'importance de gagner au Sepsum. D'avoir. On a gagné. Comment il s'appelle donc? Desjardins n'est pas capable de jouer au Sepsum. Il n'est pas capable. Il faut qu'on gagne. Je te dirais que Desjardins, après, mettons la deuxième demi, ses passes étaient plus précises, puis il avait l'air de ce qu'il avait l'air. Mais la première demi... Ben non, parce qu'ils ne voulaient pas retourner à Québec avec un différentiel de moins 23. Ils ont juste été plus affamés que nous autres à partir de la mi du 3e quart. Là. Mais vas-y. Puis l'autre affaire, c'est qu'on leur donnait la zone centrale. Hein? Sa fameuse petite passe nonchalante qui faisait... c'est ça qu'ils devaient faire. On avait l'avance. Tu donnes la zone courte. Là. C'était la couverture à faire. Je veux dire... Non, mais je ne blâme pas. C'est juste que Desjardins, il y avait comme du fun là-dedans. C'est ça. En plus, c'est son pain son beurre. Il passe la passe dans la zone intermédiaire. Là. Oui, mais c'est l'argent du beurre de Laval. Ils font que ça. Mais on va se le dire, hein, d'emblée, la semaine passée, lors du podcast, je disais que Desjardins allait s'amuser avec nos débits parce qu'on trouvait que nos débits n'allaient pas bien, mais... On peut-tu en parler de notre front? Hey, ça attaquait à 3 à rentrer, là. Ouais. Notre front à 3, il réussissait à rentrer parce que nos débits astiques réussissaient à garder... les receveurs. Non, mais c'est ça qui a fait que ça a bien fonctionné. C'est qu'on a réussi à appliquer après ça en 3. Fait qu'on était en odd number pour couvrir les joueurs après. Là, c'est là qu'ils ont commencé à attaquer l'entrezone pour profiter du fait qu'on attaquait juste à 3. Ils ont eu combien de passes que Laval, je regarde, là, réussi? 33 en 40. Ils ont 33 passes, tu sais. Puis sur les passes qui n'étaient pas en zone intermédiaire, moi, je trouvais que nos débits étaient dans le game, ils étaient dans le Kodak. Les gars faisaient des beaux attrapés à bout de bras. Puis, ils n'ont pas donné de gros yak. Puis, ils ont fait une bonne job de débit. Là. Nos débits ont été excellents. Parce qu'ils se sont souvenus de la règle principale de ce qu'il faut que tu fasses quand tu es un débit. Tu rabats l'hostie de ballon. Tout ce que tu dois faire. On fait rien. Ouais, mais Kramek, j'étais content qu'il l'attrape. Ben oui, mais il était tout seul. Il y a une chose qu'il va falloir améliorer. Là.
On a fait 3 tentatives de placement dans la red zone. Quand tu vas dans la red zone, il faut que tu aies l'instinct d'assassin puis de faire le 7 points. On a laissé trop de points sur le jeu à ce moment-là. Moi, dès que tu rentres dans le pied des 20 verges, faut que ça soit un toucher plus souvent que ça. Je trouvais que par moment, on manquait ce petit instinct-là de tueur. On revenait à un livre de jeu peut-être un peu trop conservateur. Mais ce qui a changé, là, c'est que Pépé, tu parlais de Pépé tantôt, au lieu de gunslinger et puis d'envoyer des balles complètement dans le fond, puis toujours essayer de jouer le coup de circuit, a joué ce qu'on lui donnait. Il a joué les intermédiaires. Il y a quelques reprises, mais ça n'a pas. Ces coups de circuit ont moins bien marché vendredi que versus les autres matchs. Puis je pense que c'est pour ça qu'il est revenu à dire OK, je vais y aller avec mes lectures intermédiaires au lieu d'essayer d'aller parce que sinon on perd le ballon. C'est arrivé 2-3 séquences, là, ça n'a même pas pris 30 secondes, puis on rebottait le ballon. Là. Ouais, puis je pense qu'il y a 2 séquences au moins qui a fait 2 longs shots back-à-back. Tu sais, à un moment donné, on se disait, gagne des premiers jeux un peu, donne une chance à ta défense de se reposer. Oui, exactement. Parce que la passe, les O-line, puis les fullbacks, là, ils font un travail exceptionnel depuis le début de la saison. Le Rouge-et-Or a eu un sac, mais la pression est très peu rentrée. Il y a peut-être 3 ou 4 fois qu'il est allé en dérobade puis qui est sorti du jeu, mais je veux dire, il n'a pas été menacé plus qu'il faut à ce niveau-là. Il aime ça rouler à droite, hein? Il est très bon quand il roule. Ça c'est le bout de ressemble à Sénécal, là. Ouais, mais sérieusement, là, ça, c'est une information. Bon, on va finir là-dessus. Là, c'est de quoi qu'on oublie trop souvent. La D-line de Laval, c'est une D-line tout étoile. Okay? Puis il y avait le retour d'un de leurs gros D-end. Puis, je sais pas son nom. La chance a presque pas joué. Il était juste employé sur certains packages. Yang c'est un DT qui est en plein centre, mais il y avait un chasseur de corps. Là. Je ne me souviens pas de quoi de son nom. Ce n'est pas important, ils sont tous pareils. Là. Mais il y avait 4 gros joueurs et pourtant, et malgré ça, notre O-line a tenu. Sérieusement, en première demi, là. Oui, parce qu'à part Diouf, là, cette O-line-là, c'est quand même des genoux. Oui. C'est impressionnant. Puis, tu sais, on en parle depuis le début de l'année. Mais ils sont mobiles, là, il faut le souligner. Il faut vraiment le souligner. Ouais. Ça regarde bien. Fait que c'était ça pour notre extraordinaire crissage de Reims au Sepsum. Une magnifique partie. Ah, que c'était le fun. Puis, on va faire un petit tour du reste du Canada. Commençons donc par la game de Sherbrooke puis de Concordia. Je pense que tu l'écoutais un peu. On en a parlé la semaine passée. Qu'est-ce qu'on a dit la semaine passée? Et je paraphrasais, je pense, coach Constantin. Le football ne peut pas se régler avec une règle de 3. Je l'ai mentionné sur Twitter à quelques reprises aussi. Ouais. Et le Sherbrooke a gagné. Ben, le Sherbrooke joue bien défensivement depuis le début de l'année. Et là, l'attaque commence à cliquer. Ils ont réussi à bien courir samedi. Puis ça les a maintenus dans le game. Ils ont créé quelques revirements aussi qui leur a permis d'avoir des bons positionnements de ballon. Tremblay, du côté de Concordia, a quand même lancé 2 interceptions dans ce match-là. Il n'y a pas eu un mauvais match, mais... ça s'est fini sur le dernier jour du match, ça, hein? Non. Non, ça a fini 26-13. Non, c'était pas... Ça a été mené presque de bout en bout par Sherbrooke. Non, tu vois, là, Sylvain, c'est... Concordia est revenu un peu au 4e quart, là, mais tout le long du match, c'était plus qu'un touché d'écart. 23, 20, 23, 13, 26, 13. Ouais. Puis, non, c'est ça. Bravo pour ce que j'ai un balle. Ouais. Il va falloir faire attention à Sherbrooke. Sherbrooke est hargneux et il provoque des revirements cette saison. Il va y avoir une grosse bataille pour ne pas finir à la maison le 3 novembre ou je ne sais pas quand, là, la demi-finale de Dunsmore.
Ouais. Fait que non, c'est ça. Sinon, BU en Atlantique a donné une rince à Saint-FX. Ouais, Saint-FX n'a même pas eu 100 verges d'attaque dans ce match-là. Ah, ben, on se demandait justement si c'est BU, Ouais. la tape saïelle qui avait Ben, mangé par la le St. petit Mary's. bémol là-dessus, c'est que le QB de Saint-FX était habillé, mais n'a pas joué. Donc, c'était le remplaçant qui était en poste. Mais ça a été une belle Il venait victoire d'avoir 18 ans, Frank. de A à Z. Qu'est-ce que t'as dit, Sylvain? Il venait d'avoir 18 ans. Tu sais comment Ben ça ouais. marche en Atlantique. Ouais. Ah non, mais Il venait de son... c'est leur QB backup. Ils sont un 2 ou un 3e année. Là. Ah, pas si pire. Mais même par la course, ça n'a pas fonctionné alors qu'ils ont un porteur étoile canadien sur leur équipe. Donc, ça va compliquer les choses en Atlantique. Là. Ça va être intéressant de voir ce qui va arriver avec le reste de la saison. Une des surprises aussi, c'est... je ne sais pas si c'est une surprise, là, mais Ottawa continue sur sa belle saison, réussit à battre Guelph à l'étranger. Une belle victoire. Guelph, je ne sais pas ce qui se passe. Guelph me fait beaucoup penser à McGill. Sur papier, ils ont une attaque qui pourrait être dévastatrice, mais ils font de lance des interceptions, ils échappent des ballons dans des moments peu opportuns, puis l'adversaire en profite. Là. Donc, ça va. Ils sont rendus 3e. Ouais. Là, moi, je les voyais en milieu de peloton en début de saison, mais là, ils s'enlignent pour peut-être avoir un match à domicile en playoff, là, s'ils continuent sur cette lancée-là. Queens continue à rester dans le haut du classement puis à se garder une bonne position en battant Toronto. Sinon, Western a donné une dégelée à Carleton. Laurier, sur la bataille de Waterloo, a gagné. Ben, il jouait au domicile. Il jouait à domicile, mais au domicile des Warriors parce que leur stade n'est pas fini encore. Donc, tu avais la foule en mauve. Leur game au même stade? Non, il y a 2 stades à Waterloo. Oui, mais si tu dis que cette année, le stade de Non, il n'est juste pas fini en ce moment. Ils vont jouer leur prochain okay. match à domicile. C'est juste une façon de calendrier que Okay. c'était considéré comme le match à domicile. Puis tu voyais dans les gradins, tu avais des partisans de Laurier en mauve. C'était eux qui avaient la priorité, je pense, sur les achats ou whatever. Parce que le stade des Warriors, il est plus petit. Là, il me semble qu'il y a une capacité de 2000 versus celui de Laurier qui est beaucoup plus gros. Là. C'est drôle de et Windsor a gagné contre McMaster. Dans l'Ouest, c'est encore la folie. Mais. On en aura encore. Ouais, non, ben Regina est pour moi l'équipe la plus balancée de cette division-là. Ils ont un jeu au sol qui fonctionne très bien cette année. Puis avec leur QB vétéran à Pelletier, ils font des points des deux côtés. C'est eux qui ben, la vanille se joue chez eux, fait qu'ils vont essayer de sortir de la division. Une des surprises, c'est l'autre match, les Huskies de la Saskatchewan qui ont perdu. Ils menaient tout au long du match avant que les Bisons reviennent dans ce match-là. Sur la dernière drive du match, ils ont réussi à se rapprocher de mémoire au 35. Ils ont essayé le placement. Ils ont manqué le placement, mais le retourneur des Bisons a réussi à la sortir de la zone des buts. Ce qui fait que les Huskies ont perdu par 1 point au score de 21-20. Pour moi, c'est encore la deuxième équipe en termes de puissance dans cette conférence-là. Mais Calgary qui continue sur sa lancée avec une belle victoire. Dites-moi non, j'ai pas vu le top 10. J'ai pas vu le top 10 sortir lundi. On est où, nous autres? Ça dépend duquel tu parles. Ouais, celui officiel, on est deuxième. Celui qu'on croit plus, on est premier. Ouais. Fait que sur les match-ups en fin de semaine qui risquent d'être intéressants, ben, tu as la bataille de la Saskatchewan entre la Regina et les Huskies. Pour la première les place. Qui vont... Ben, avec la défaite, pas nécessairement, là, parce que là, c'est 3-0 puis 2-1. Là, mais eux, ils vont vouloir se replacer. L'autre match aussi qui va être intéressant, c'est entre les Dinos puis UBC.
UBC va vouloir se replacer dans la course après 2 semaines décevantes. Ça, d'après moi, ça devrait être le carré d'as dans l'Ouest. Mais dans l'Ouest, chaque semaine est une surprise. Donc, c'est à écouter. Sinon, en Ontario, les GGs reçoivent Laurier. Les surprenants GGs vont peut-être... Ouais, fait que c'est à domicile. Est-ce qu'ils sont capables de sortir un lapin de leur chapeau? Ça me surprendrait. Mais dépendamment de l'allure du match, on va avoir une idée réelle de la force des GGs. On a Queens qui affronte Waterloo aussi, qui va être intéressant pour le deuxième tiers du classement. Dans l'Atlantique, t'as les Huskies de St. Mary's qui affrontent Saint-FX. Pour ton information, Sylvain, les Huskies sont redevenus bons. Ouais. C'est un peu ça. Hein? Ils sont comme au hockey junior. Ils ont comme des cycles. Ouais, mais cette année, ça a l'air un petit peu plus complexe qu'à l'habitude. Là. Mais les Huskies, présentement, c'est eux qui ont la pole. Mais là, avec on n'oublie pas la principale question. Est-ce que la plus poche équipe du Québec peut battre la meilleure équipe des Maritimes? Hein? C'est une bonne question. Je ne suis pas sûr, mais... Ouais, on verra. En tout cas, ce match-up-là, ça va être un indicatif si St. Mary's, c'est vraiment la première équipe dans cette conférence-là ou si on va avoir une lutte à 3 d'ici la fin de la saison. Ouais. Et bien sûr, nous, on traverse la montagne et on va à McGill vendredi soir pour un autre Friday Night Lights. Et Laval revient à Montréal pour affronter Concordia samedi. Est-ce que une partie n'est télédiffusée en fin de semaine parce que... pour les 3 prochaines semaines, il n'y a pas de télédiffusion à TVA Sport. Si vous voulez regarder McGill, c'est au stade ou sinon ils ont un streaming payant. Pour Laval Concordia, aux dernières nouvelles, il n'y a toujours pas de streaming, mais il y a la Radio-Québec qui sera en ondes pour ce match. Mais d'après moi, Concordia, ils vont affronter une équipe de Laval hautement motivée, mettons. Je m'attends vraiment à ça. Ouais, mais je pense que les Stingers vont vouloir rebondir aussi de leur performance à Sherbrooke. Je m'attends à une victoire de Laval, là, mais Sylvain, est-ce que ça va être un blowout ou que ça va être plus serré que prévu? Je veux dire, depuis le début de l'année, tu sais, McGill a été dans le match un bon bout, Sherbrooke a été dans le match un bon bout. Je sais pas. J'ai hâte de voir comment Laval va rebondir avec une semaine de préparation. Et ce qui nous amène à notre partie de ce deuxième Friday Night Lights en ligne, mais cette fois-ci, je suis sur l'autre côté de la montagne, au Percival. Donc, nos Carabins vont affronter les très décevants McGill. Hein? Donc, McGill qui a beaucoup de blessés. Tu as Darius Simmons qui est blessé. Tu as Scarello qui est blessé. Je ne sais pas s'il y en a un des deux qui va être de retour. Je ne pense pas. Simmons, t'as pas une histoire de main cassée? C'est ce qui a été dit, mais j'ai aucune confirmation de la chose. Une main cassée pour un receveur. Jerry Momo revient de sa suspension. Est-ce qu'on va l'employer comme du monde? Pour moi, ça, c'est la carte cachée de McGill. Mais moi, j'espère, parce que je ne l'ai pas vu jouer encore, j'espère le voir. J'espère qu'il va être habillé. Sérieusement, là. Amissal Châtelier a bien fait contre Concordia. Là. Quand même, il a ramassé 110 verges. Là. Mais pour que leur RPO fonctionne, il faut qu'il court, ce qu'il n'avait pas fait contre Laval. Il faut que ta feinte puisse fonctionner. Si tu sais que Éloi utilise juste ses jambes ou lance, la défensive peut s'adapter un peu. La force versus leur premier match de la saison contre Sherbrooke, c'est que le RPO, ils utilisaient toutes les options, donc ça gardait un peu la défensive sur le qui-vive, puis c'est comme ça qu'ils ont réussi à avancer le ballon. OK, mais justement, je vais te poser la question. Quel genre de défensive on présente contre le Éloi? Est-ce qu'on reste avec notre traditionnel 3-4 ou on se dit qu'il faut absolument remplir la boîte et on met un 4-3 parce que Éloi va courir, là? Ouais, il n'est pas capable de lancer dans du monde, ouais, mais on s'en fout de ça. Là. Nous, on joue notre défensive, notre style de jeu. C'est ton intermédiaire qui va
selon les packages pour mélanger Eloa, ben peut-être en a peut-être un autre qui va converger. Des hybrides qui vont converger pour bloquer ça à la fin, mais tu n'as pas besoin de plus que 3 joueurs pour. Tu sais, si ça fonctionne depuis le début de l'année pour ouvrir le front, ouvrir l'espace. Tu n'as pas besoin d'espace. C'est juste dans la façon que tu vas utiliser ta couverture centrale selon les packages et les situations. Là, totalement d'accord avec toi, mais on a généralement beaucoup de misère contre les corps qui courent. Laval mais toutes les équipes, c'est comme ça. Là. Il n'y a pas une équipe qui n'accorde pas des. C'est pas pour rien qu'Elo a fini meilleur running back du RSEQ l'année passée. Là. Mais tu sais, dans l'optique. La façon de McGill de sortir pas de son marasme, mais de sortir du lot des 3 derniers, c'est avec Jerry Momo. Là. Il faut soit qu'il court, qu'il faut des courtes passes. Ce gars-là il faut aussi qu'Eloa réussisse ses passes. Là. Il est à moins de 50% depuis le début de l'année. Là. Est-ce que c'est les passes d'Eloa qui sont pas bons ou c'est receveurs qui. Moi, je dirais que c'est un mix des deux. Là. Ça dépend des matchs. Contre Laval, c'était plus Eloa que. Précision, hein? Non, mais tu peux pas être en bas de 50%. Eloa, généralement, il est entre 55 et 65, je te dirais. Puis ça, c'est correct. Eloa est un joueur aussi un peu comme Pépé qui essaie le haut risque quand il décide de lancer. Fait que c'est normal que ça fonctionne un peu moins. Mais il faut que dans la zone intermédiaire, les passes soient plus attrapées. Puis là, ça, c'est pas juste dans la faute d'Eloa, c'est de la faute aussi de certains receveurs. Puis avec le Simmons qui est blessé, c'est clair que ça n'aide pas. Je m'en vais Concordia est moins 6. Pas Concordia. McGill est moins 6 sur les revirements depuis le début de l'année. Ils ont échappé 10 ballons. Ils ont perdu 10 possessions de ballons par des échappés. Seulement 2 interceptions. Des unités spéciales, c'est ça que tu disais la semaine passée. 6 bottés bloqués depuis le début de l'année. Sans qu'on parle du petit jeu. 6 bottés bloqués. 6. Ouais, c'est comme recule ton moteur. Quand l'adversaire, il regarde les stats et il voit ça, qu'est-ce que tu penses que le coach des unités spéciales fait en préparation? Ben voilà. Il te met. Rentre. Essaye-toi. Voilà, et on va y aller avec du Quake toute la. Ils ont essayé le petit jeu surprise avec Eloa, là, qui a fait comme un botté court, qui a été manqué, qui a été retourné contre un pick six. C'était bizarre. Contre New. Revenez à la base. Les unités spéciales, il faut qu'ils règlent ça. S'ils veulent bien se positionner pour les séries, McGill, il faut qu'ils règlent plus sacrant leurs unités spéciales. Mais tu sais, leurs unités spéciales, j'en ai aucune idée, mais ça fait 2 ans que c'est problématique. Ça fait 2 ans que c'est problématique. Il faut qu'ils règlent ça. Là, ils ont plus de joueurs de qualité cette année. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne clique pas. Ils ont vraiment des schémas ou, je ne sais pas. Ils ont vraiment une belle équipe, c'est ça qui n'a pas de sens. Puis ils ont eu des. Puis même dans leurs recrues, tu as plusieurs recrues qui ont un rôle prédominant en ce moment. Ils vont toujours avoir le problème. Ouais, je l'avais ici. Attendez. Unité coach. Unité spéciale. Ben, Callis, t'en as pas. Non, ils ont juste un coach des batteurs, me semble. Ben, Sylvain, on vient de trouver le problème. Donc, tu as Alex Surprenant qui est le head coach, tu as Chapeau Dupuis qui est coordonnateur défensif, tu as Dimitri qui est special team running back, Yannick Morin-Plante. C'est un rouge et or. Non. Ah, special team, tu as raison. Excuse-moi, je ne l'avais pas vu. Ben, c'est normal qu'il soit à chier. C'est un bon mix entre les carabins et le rouge et or. Oui, non, mais le coaching staff en soi, c'est bien, mais c'est un problème récurrent depuis 2 ans. C'est peut-être revoir la stratégie, revenir à des concepts de base. Je ne sais pas c'est quoi le problème, mais on voit les mêmes erreurs depuis, même avant que Alex rentre comme head coach. Il y a certaines erreurs qui sont répétées. Je ne sais pas si c'est ancré dans le mental des gars. C'est Christopher Milou, le coach meilleur, Frank. Ouais, Christopher Milou, ton best qui est coach des batteurs. Fait que, voilà. Un autre rouge et or. Ouais. Moi, je me demande si on va courir. Historiquement, là, à Sherbrooke, on a toujours. À Sherbrooke. À McGill, c'est des games plus serrés où on a une attaque qui est louche. Ben, moi, j'aimerais ça qu'on revienne à. Des points.
On gagne 16-6, 12-3. Moi, je veux qu'on gère le chrono. Apprenons à bien gérer un chrono. Sur ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Gère un chrono avec en impliquant un petit peu plus de courses, en écoulant ton positionnement de ballon, arrêter de faire des petites séquences de 1 minute, faire des séquences de 5 minutes. Ouais. Sais-tu ce que ça veut dire, Sylvain? C'est de faire un peu comme le Rouge et Or fait, avoir plus qu'un running back, puis les utiliser par quart. Comme ça, tu arrives au 4e quart, tu as des lignes devant toi qui est complètement fatigué. C'est même pas ça. Rentre dedans avec un running back qui c'est même pas ça, tu sais. Je veux dire, en termes de course pure, là, il touche même pas au ballon 10 fois par game. Avec le type d'attaque qu'on a, on pourra aller de 10 à 25 fois par course. Avec Pépé et ses ballons. Continuons avec Pépé et ses ballons. C'est vrai, quelque part, c'est ton... Oui, mais Pépé et ses ballons, là, en novembre, il faut que ta course fonctionne. Puis ta course ne fonctionnera pas si tu n'as pas couru de l'année. Au football canadien, je ne suis pas convaincu qu'il faut que ta course fonctionne. Faut qu'il y ait un paper, c'est sûr qu'idéalement, tu vas être balancé. Il faut que ta course ça fonctionne en novembre. Check les dernières vaniers, check les dernières games de série. Il faut que ta course fonctionne moindrement. On a réussi à le débloquer un peu. Ben oui, mais je veux dire, si tu enlèves la game contre Laval, notre course fonctionne. Je dis juste qu'il faut retourner vers une attaque un petit peu plus balancée. Il ne faut pas que ça soit 75-25. Il faut que ça soit plus un 2 tiers, 1 tiers. Quand il fait la petite passe hors LED, c'est une course, ça, pratiquement. Là. Oh, on est d'accord. Je le compte comme ça aussi. Je le compte comme ça aussi. Là. Mais... Non, mais c'est totalement d'accord. C'est un stade de passe, mais dans le fond, c'est une course. Là. On est totalement d'accord. Dans mes stats à moi, puis... C'est comme ça que justement que notre jeu au sol a bien marché contre Laval. Contre Laval. Sur ce, on se revoit ce vendredi. Comme je disais, Friday Night Lights, nous serons au Percival. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, le McGill, est-ce qu'on peut acheter game par game, Tam? Oui. Donc, il y a un web diffusion qui va être disponible game par game. Nous autres, on y sera. McGillathletic.tv. Exactement. Prenez des notes, les autres équipes. Prenez des notes à boire. Fait que je vous remercie. Hey, merci Sylvain de ta présence. Faut que tu reviennes plus souvent. Il faudrait que tu reviennes au Sepson une fois de temps en temps. Fait que, tu vas te souvenir que c'est le fun, le Sepson, surtout maintenant que l'esplanade est ouverte, qu'on a un asti de gros barbecue. C'est le fun. Tam, toujours un plaisir. Hey, vous avez toujours le temps d'être membre des Montagnards. Revenez nous encourager sur nos différents médias sociaux. Ça fait plaisir. C'est François Mathieu, MDM, en nom de Sylvain et de Tam. Bonne semaine, puis on se revoit vendredi.